Avant 2019, le Sahel recevait peu d'eau et encore moins d'espoir. Planter des cocotiers dans une zone brûlée par la chaleur semblait absurde. Mais l'enjeu touchait bien plus que l'agriculture. Il concernait la survie économique, sociale et symbolique d'un territoire jugé irrécupérable depuis des décennies. Que révèle ce pari sur la capacité réelle des habitants à reprendre la main sur leur destin et sur la manière dont Ibrahim Traoré regarde cette terre que beaucoup avaient déjà abandonnée? Dans le sable, quelque chose commence à résister. Cette histoire ne promet pas un miracle rapide, ni une réussite sans coup. Elle propose autre chose. Comprendre ce qui s'est réellement en jeu lorsqu'un territoire, longtemps perçu comme condamné, tente de se redéfinir à partir d'un pari concret et risqué. Si le projet échoue, il ne s'agira pas seulement de cocotiers morts, mais d'une perte de confiance durable, d'un découragement collectif et d'un renforcement de l'idée que certaines terres n'offrent plus d'avenir possible. À l'inverse, si l'initiative tient, les conséquences dépassent largement la récolte. Elle ouvre une voie où l'agriculture devient un levier de stabilité, où les communautés locales retrouvent une marge de décision, et où l'environnement cesse d'être uniquement perçu comme une contrainte. Ce basculement fragile mais mesurable explique pourquoi chaque choix technique compte et pourquoi chaque erreur pèse lourd. Ce que cherche à montrer Ibrahim Traoré n'est pas que tout peut pousser partout, mais que certaines limites, considérées comme définitives, peuvent être déplacées par méthode, patience et adaptation collective. L'enjeu réel se situe là. En 3 ans, plus de 200 hectares ont été couverts de cocotiers et près de 70% des arbres ont survécu. Dans une région où la chaleur dépasse fréquemment les 40 degrés et où la pluviométrie reste minimale, ces 2 chiffres ont suffi à fissurer un récit longtemps dominant, celui d'un Sahel condamné à la stérilité. Ce basculement silencieux n'est pas né d'un optimisme naïf, mais d'une lecture méthodique des contraintes. Avant 2019, le contexte était sans appel. Les sols étaient appauvris, l'évaporation rapide, et les cultures exigeantes jugées incompatibles avec cet environnement. Les tentatives agricoles antérieures, souvent ponctuelles, n'avaient laissé que des traces éphémères. C'est dans ce paysage de limites que le projet s'est ancré, assumant dès le départ une probabilité élevée d'échec. La première phase a confirmé les craintes. Les jeunes plants dépérissaient, les pertes s'accumulaient, et chaque semaine renforçait le scepticisme local. Pourtant, au lieu d'abandonner, les équipes ont commencé à transformer ces échecs en données exploitables. Les solutions d'irrigation solaire, combinées à des réservoirs souterrains, ont progressivement stabilisé l'humidité du sol. Ce changement technique, discret mais décisif, a marqué le passage d'une expérimentation fragile à un protocole ajustable. C'est à ce moment que la vision d'Ibrahim Traoré prend une autre dimension. Le projet ne cherche plus à prouver qu'un arbre peut survivre ici, mais à démontrer qu'un modèle agricole alternatif peut émerger dans un espace considéré comme perdu. Les chiffres deviennent alors des repères, non des trophées. Ils servent à mesurer, corriger et convaincre, plutôt qu'à célébrer. Ainsi, le point clé ne tient pas seulement aux 200 hectares ou aux 70% de survie. Il réside dans ce déplacement du regard. Le Sahel n'est plus observé comme une limite absolue, mais comme un terrain où l'adaptation peut devenir une méthode reproductible. Dans les premiers mois, le projet reposait largement sur une figure centrale, capable d'absorber les doutes sans les nier. Ibrahim Traoré avançait avec une posture pragmatique, attentive aux contraintes réelles, plutôt qu'aux discours idéologiques. Son rôle n'était pas de promettre un succès, mais d'organiser un cadre où chaque essai, même infructueux, produisait une information exploitable. Cette manière de conduire le projet a rapidement influencé sa structure. Il ne s'agissait plus d'un pari isolé, mais d'un processus évolutif. 2 microcas illustrent ce tournant. Dans une vallée proche, un premier groupe de jeunes plants,
initialement affaiblie, a retrouvé de la vigueur après l'introduction de paillots de coco recyclés, utilisés pour limiter l'évaporation. Quelques kilomètres plus loin, un second lot a résisté plusieurs semaines supplémentaires grâce à une fine couche de kaoline, apportant une ombre légère et constante. Ces ajustements, modestes en apparence, ont produit un effet cumulatif décisif. Les impacts précoces ne se mesuraient pas seuls. Pas seulement en croissance végétale. Les villageois, d'abord spectateurs, ont commencé à observer, puis à questionner. Les jeunes ingénieurs locaux ont reconnu la cohérence technique des choix opérés. Les agriculteurs, eux, notaient que même les sols les plus secs réagissaient différemment à ces protocoles. Une confiance progressive s'est installée, non par conviction idéologique, mais par observation répétée. À travers ces premiers résultats, Ibrahim Traoré ne devenait pas un symbole, mais un point d'ancrage méthodologique. Le projet cessait d'être perçu comme une anomalie expérimentale et commençait à être compris comme une trajectoire crédible. La transformation, encore discrète, venait d'entrer dans une phase irréversible. Au départ, tout indiquait l'échec. Avant la fin du premier mois, plusieurs cocotiers dépérissaient sous une chaleur écrasante, et le projet semblait confirmer les prédictions les plus pessimistes. Après ces premières semaines critiques, un basculement s'opère. Les équipes cessent d'attendre une amélioration spontanée et commencent à modifier systématiquement chaque paramètre observable. Ce passage du BASPO, presque abandonné, au PASDI, peut-être possible, marque l'entrée dans une phase d'action concrète. Cette phase se joue en quelques semaines seulement. Autour d'Ibrahim Traoré, un noyau réduit de jeunes ingénieurs locaux introduit des réservoirs d'eau souterrains afin de stabiliser l'humidité du sol. Les pertes continuent, mais leur rythme ralentit. Les villageois observent sans s'engager. Certains doutent encore, d'autres posent des questions techniques. Chaque plan qui survit plus longtemps que prévu agit comme un signal faible, mais répété. Le projet cesse d'être un symbole pour devenir une hypothèse à tester. Puis, l'intensité augmente. Les températures dépassent régulièrement les 40 degrés et les ajustements se multiplient à un rythme soutenu. Les pailles de coco recyclées sont introduites pour limiter l'évaporation. Le kaoline est testé comme couche d'ombrage. Les cycles d'irrigation sont recalibrés. Chaque modification entraîne une réaction en chaîne. Les plants ne gagnent pas seulement du temps, ils développent une capacité d'adaptation progressive. Les jeunes du village affluent pour proposer leur aide. Les agriculteurs partagent leurs observations sur l'exposition au vent, la densité du sol ou la rétention d'eau. À ce stade, quelque chose change dans la dynamique sociale. Le projet ne repose plus sur une seule décision centrale. Une forme d'intelligence collective émerge, presque malgré elle. Un nouveau vocabulaire circule dans les discussions. Cycle de survie, ombrage progressif, micro-rétention. Les résultats restent fragiles, mais l'élan est réel. Même les plus sceptiques admettent que les arbres ne sont plus de simples anomalies statistiques. Ensuite, les effets se propagent avec les premières récoltes, modestes mais tangibles. Les cocotiers cessent d'être seulement des survivants. Ils deviennent une ressource. Des coopératives féminines s'organisent pour transformer les produits dérivés. Les jeunes, auparavant tentés par l'exode, s'impliquent dans la maintenance des systèmes solaires et dans la mesure des données. Les autorités locales, jusque-là prudentes, commencent à observer le projet comme un modèle potentiel plutôt que comme une curiosité. C'est dans cette séquence que le rôle d'Ibrahim Traoré se redéfinit. Il ne proclame aucune victoire. Il ajuste, consolide et documente chaque avancée. Lorsque des chercheurs visitent le site, ils ne trouvent pas un récit triomphal, mais une chronologie précise d'essais, d'erreurs et de corrections. La reconnaissance internationale arrive plus tard, presque en décalage avec la réalité du terrain. Le projet, autrefois marginal, devient progressivement une référence évoquée dans les discussions sur l'adaptation climatique. Les répercussions sont moins spectaculaires que durables. Ce qui avait commencé comme une anomalie botanique
s'impose désormais comme un basculement territorial. Le fil des événements révèle une logique simple. La transformation ne s'est pas produite par rupture soudaine, mais par une succession de seuils franchis. Et une fois ces seuils dépassés, revenir en arrière devient difficile. Au départ, la situation était brutale. Une terre aride, appauvrie, soumise à une chaleur dépassant régulièrement les 40 degrés. 3 ans plus tard, l'écart avec cette situation initiale devient mesurable. Et c'est précisément dans cet écart que le projet prend sa solidité. Le premier indicateur concerne la surface transformée. Plus de 200 hectares ont été progressivement couverts de cocotiers, là où aucune culture exigeante n'était jugée viable. Cette extension ne signifie pas seulement une augmentation de superficie. Elle révèle une capacité d'adaptation du sol longtemps sous-estimée. En comparant l'état initial à cette expansion, les équipes ont pu constater que les apports organiques et la gestion de l'humidité avaient modifié la structure même des terrains concernés. Le deuxième chiffre, souvent cité dans les discussions techniques, porte sur le taux de survie. Près de 70% des arbres ont résisté aux cycles de chaleur et aux épisodes de sécheresse. Ce pourcentage élevé indique une résilience biologique bien supérieure aux prévisions initiales. Dans un contexte où la majorité des essais agricoles échouaient dès les premiers mois, ce taux est devenu un pivot. Il a permis de passer d'un discours hypothétique à une validation par l'observation répétée. Le troisième indicateur concerne l'eau, ressource centrale de toutes les critiques. Grâce au système d'irrigation solaire et aux réservoirs souterrains, la consommation d'eau a diminué d'environ 40% par rapport aux méthodes traditionnelles. Cette réduction confirme l'efficacité structurelle d'une gestion optimisée de l'irrigation. Dans une région où chaque litre compte, cette donnée a profondément modifié la perception du projet, tant chez les habitants que chez les observateurs extérieurs. Pris isolément, ces chiffres pourraient sembler abstraits. Ensemble, ils forment une matrice cohérente. La surface indique l'ampleur atteinte. Le taux de survie mesure la robustesse du modèle. La baisse de consommation d'eau valide sa durabilité potentielle. C'est cette combinaison qui a progressivement déplacé le débat, en particulier autour d'Ibrahim Traoré. Le projet n'était plus évalué sur son audace symbolique, mais sur sa capacité à produire des résultats comparables et vérifiables. Sur le terrain, ces données ont eu des effets concrets. Les agriculteurs locaux ont commencé à réévaluer leurs pratiques, intégrant certaines techniques testées sur le site. Les coopératives féminines, rassurées par la stabilité des rendements, ont investi dans des outils de transformation. Les jeunes ingénieurs ont renforcé les protocoles de mesure, conscients que la crédibilité du projet dépendait de cette rigueur. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres n'étaient ni un aboutissement, ni une célébration. Ils constituaient un seuil franchi, une preuve que le modèle pouvait être discuté sur des bases objectives. Là où le Sahel était décrit comme une limite infranchissable, les données introduisaient désormais une nuance décisive. Certaines contraintes restent, mais leur impact peut être déplacé par méthode. Et cette matérialité chiffrée ouvrait la voie à l'étape suivante. Pour évaluer la solidité du projet, il faut d'abord considérer les objections les plus rigoureuses, celles qui ne relèvent ni du rejet idéologique ni du scepticisme superficiel. La première critique concerne l'eau. Dans un espace où chaque goutte est vitale, introduire une culture perçue comme exigeante apparaît, pour certains observateurs, comme un risque majeur. Selon cet argument, même une gestion optimisée pourrait détourner la ressource au détriment des cultures traditionnelles, accentuant les tensions locales et fragilisant un équilibre déjà précaire. La seconde critique porte sur la durabilité à long terme. Les succès observés pourraient n'être qu'une parenthèse favorable, liée à une séquence climatique moins sévère. Dans cette lecture, le modèle fonctionnerait aujourd'hui, mais s'effondrerait face à une sécheresse prolongée ou à des pics de chaleur plus intenses. Le danger serait alors celui d'une illusion de réussite, un système viable à court terme, mais incapable d'absorber les chocs futurs caractéristiques du Sahel. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils touchent au cœur du problème.
La réponse d'Ibrahim Traoré n'a jamais consisté à les écarter, mais à les confronter aux données du terrain. Sur la question de l'eau, la réduction d'environ 40% de la consommation grâce à l'irrigation solaire et aux réservoirs souterrains contredit l'idée d'un prélèvement excessif. L'eau n'est pas davantage sollicitée, elle est utilisée différemment. Cette distinction est essentielle, car elle transforme une contrainte structurelle en variable ajustable. Concernant la durabilité, les cycles successifs de chaleur déjà traversés apportent un premier élément de réponse. Le maintien d'un taux de survie proche de 70%, après plusieurs saisons extrêmes, affaiblit l'hypothèse d'un succès accidentel. De plus, l'enrichissement progressif des sols par les apports organiques suggère une amélioration cumulative et non une performance isolée. Ainsi, loin d'invalider le projet, les critiques ont contribué à le renforcer. Elles ont imposé une exigence de preuve et une capacité d'adaptation permanente. Ce dialogue entre objection et ajustement constitue peut-être la force principale du modèle. Il n'avance pas contre les contraintes du Sahel, mais à partir d'elles. À ce stade précis, quelque chose bascule. L'initiative n'est plus seulement évaluée comme une expérimentation locale, mais comme un modèle susceptible d'être reproduit. Ce passage ne repose pas sur une annonce officielle, mais sur un faisceau de signaux convergents observés sur le terrain. Les premières récoltes commerciales, modestes mais régulières, montrent que les cocotiers ne font plus que survivre. Ils entrent dans un cycle économique. Ce changement redéfinit la nature même du projet porté par Ibrahim Traoré. Jusqu'ici, l'objectif principal était de prouver la faisabilité biologique dans un environnement contraint. Désormais, la question se déplace vers la capacité d'intégration territoriale. Les coopératives féminines commencent à structurer la transformation des produits dérivés. Les jeunes s'impliquent dans la maintenance des systèmes solaires et dans la collecte de données. Les autorités locales observent une dynamique qui dépasse la parcelle expérimentale. Ce milieu de parcours révèle une réalité nouvelle. Le Sahel n'est plus seulement le cadre du projet, il en devient l'acteur. Les décisions ne sont plus prises uniquement pour sauver des arbres, mais pour organiser des usages, répartir des ressources et stabiliser des revenus. Ce déplacement du centre de gravité est décisif. Il montre que l'initiative a franchi un seuil où revenir en arrière serait coûteux, non seulement techniquement, mais socialement. À partir de ce point, la question n'est plus « est-ce possible ?», mais « jusqu'où cela peut-il aller ?» Les effets du projet ne restent plus confinés aux parcelles plantées. Ils se diffusent progressivement vers les acteurs qui composent le territoire, chacun percevant les changements à travers son propre prisme. Ce déplacement des conséquences, du végétal vers le social, marque une étape déterminante dans la trajectoire engagée par Ibrahim Traoré. Pour les agriculteurs locaux, la première rupture est cognitive. Des terres longtemps considérées comme définitivement stériles commencent à produire. Cette observation modifie la manière d'envisager le sol, non plus comme une limite figée, mais comme une ressource conditionnelle. Certains paysans intègrent alors des éléments du modèle testé: irrigation solaire, apports organiques, ombrage progressif. Il ne s'agit pas d'une conversion massive, mais d'une expérimentation prudente, guidée par ce qui a été vu plutôt que par ce qui a été promis. Chez les jeunes, l'impact est d'un autre ordre. Là où l'exode apparaissait comme l'unique horizon, le projet ouvre des perspectives locales. La gestion de l'eau, la maintenance des installations solaires et la collecte de données deviennent des compétences valorisées. Ces activités ne remplacent même pas toutes les aspirations, mais elles réintroduisent une possibilité, celle de construire un avenir sans quitter le territoire. Ce changement, discret mais réel, modifie la dynamique communautaire. Les femmes constituent un troisième groupe clé. Avec l'arrivée des premières récoltes exploitables, les coopératives féminines se structurent autour de la transformation des produits dérivés. Ces revenus réguliers, même modestes, créent un espace d'autonomie économique inédit. Cette autonomie influe directement sur les décisions familiales, la scolarisation et la stabilité des foyers. Le projet agit ici comme un levier social,
bien au-delà de sa dimension agricole initiale. Du côté des autorités locales, la perception évolue également. Ce qui était observé avec prudence commence à être envisagé comme un cas d'école potentielle. Les responsables régionaux voient dans ce modèle une réponse partielle aux enjeux de résilience climatique et de développement. Les visites de chercheurs et l'intérêt d'institutions extérieures renforcent cette lecture. Sans adopter un discours triomphal, le projet s'inscrit désormais dans des réflexions plus larges sur l'adaptation territoriale. Ses conséquences, prises ensemble, confirment un point central. La transformation ne se limite pas à la survie d'un arbre. Elle redéfinit des rôles, des attentes et des capacités d'action. En ce sens, l'intuition d'Ibrahim Traoré trouve ici son premier aboutissement tangible. Le projet modifie moins le paysage que la manière dont les habitants se projettent dans ce paysage. À ce stade, l'évolution du projet ouvre 3 trajectoires plausibles pour les mois à venir. Aucune ne relève de la prédiction ferme. Chacune dépend d'arbitrages concrets, de conditions climatiques et de la capacité collective à maintenir la méthode mise en place. Dans une trajectoire de continuité, la progression reste régulière mais mesurée. Les pratiques actuelles sont consolidées, les systèmes d'irrigation solaire stabilisés et les coopératives féminines élargissent prudemment leur production. Les rendements demeurent modestes mais suffisants pour sécuriser les revenus locaux. Ce scénario privilégie la résilience à court terme au prix d'une croissance lente. Il suppose une vigilance constante sur l'eau et une discipline technique soutenue, sans rupture majeure dans l'organisation actuelle. Une trajectoire plus favorable envisage une montée en échelle maîtrisée. L'intérêt institutionnel se traduit par des partenariats techniques, permettant d'étendre les plantations à de nouvelles zones tout en conservant les protocoles éprouvés. Les chaînes de transformation gagnent en efficacité, les débouchés s'élargissent et davantage de jeunes s'impliquent dans les activités techniques et logistiques. Cette trajectoire renforcerait la viabilité économique et positionnerait le modèle comme une référence régionale d'adaptation climatique. La trajectoire la plus incertaine repose sur un choc exogène, une sécheresse prolongée, une mauvaise coordination locale ou une pression accrue sur la ressource hydrique pourrait fragiliser l'équilibre atteint. Les arbres montreraient alors des signes de stress, obligeant à réduire temporairement la production et à revoir certains protocoles. Ce scénario ne signifie pas l'échec du projet, mais rappelle que dans le Sahel, toute initiative agricole doit intégrer l'incertitude comme une donnée structurelle. Face à ces trajectoires, une recommandation s'impose. Penser en termes de système plutôt que d'événements. La robustesse du modèle dépend moins d'une performance ponctuelle que de sa capacité à absorber les variations. Cette approche, privilégiée par Ibrahim Traoré depuis le départ, consiste à ajuster en continu plutôt qu'à viser une stabilité illusoire. Ainsi, les 6 à 12 prochains mois ne diront pas seulement si le projet progresse. Ils révéleront surtout quelle lecture du risque, du temps et de la coopération collective sera choisie. À première vue, cette histoire pourrait sembler lointaine, ancrée dans une zone du Sahel que beaucoup n'imaginent qu'à travers la sécheresse et la contrainte. Pourtant, ce qui s'y joue dépasse largement le cadre local. Le projet agit comme un rappel discret. Les transformations réelles ne nécessitent pas d'un geste spectaculaire, mais d'une succession d'actions modestes, répétées et corrigées. Pour certains spectateurs, la résonance se fait sur le terrain de l'écologie. L'initiative montre qu'un environnement dégradé n'est pas nécessairement figé, à condition de le considérer comme un système à comprendre, plutôt qu'un obstacle à combattre. Pour d'autres, l'impact est social. Voir des jeunes rester, se former et s'impliquer localement remet en question l'idée que l'avenir passe toujours par le départ. Les coopératives féminines, elles, rappellent que l'autonomie économique peut émerger de structures simples lorsque les conditions sont réunies. Il y a aussi une résonance plus intime. Le parcours d'Ibrahim Traoré ne se présente pas comme un récit héroïque, mais comme une pratique quotidienne de l'ajustement. Cette posture invite à repenser la manière dont chacun aborde ses propres contraintes, non pas en cherchant à les nier, mais en les travaillant progressivement, jusqu'à déplacer ce qui semblait immuable. Le spectateur n'est pas invité à admirer, mais à se reconnaître dans ce processus.
Les défis peuvent différer, les contextes aussi, mais la logique reste comparable. Observer, tester, corriger, recommencer. Cette logique redonne une capacité d'agir, la sensation que l'action, même limitée, peut produire un effet cumulatif. Ainsi, ce qui se joue ici n'est pas seulement une réussite agricole ou territoriale, c'est une invitation silencieuse à revoir notre rapport au possible et à considérer que certaines marges de manœuvre apparaissent précisément là où l'on avait cessé de les chercher. Pour consolider les acquis et envisager une extension du modèle, une feuille de route structurée devient indispensable. Ibrahim Traoré l'a progressivement formalisé à partir des enseignements tirés du terrain avec une idée centrale. La transformation ne peut durer que si elle est partagée, mesurée et ajustable. La première étape consiste à renforcer l'infrastructure hydrique existante. Les réservoirs souterrains et les systèmes d'irrigation solaire doivent être déployés de manière cohérente sur les nouvelles parcelles, sans accélération excessive. L'objectif n'est pas d'augmenter rapidement la surface, mais de garantir une stabilité hydrique à chaque cycle de croissance. La mesure clé reste la capacité à maintenir les gains observés en consommation d'eau. La deuxième étape porte sur la transmission des compétences. Des programmes de formation réguliers sont nécessaires pour les agriculteurs, les jeunes techniciens et les membres des coopératives. Ces formations couvrent l'ombrage progressif, la gestion des apports organiques et l'observation des sols. Le critère de réussite n'est pas l'adoption immédiate, mais l'appropriation autonome des protocoles par les communautés locales. Vient ensuite la structuration économique. Les coopératives féminines doivent disposer d'outils simples mais standardisés pour assurer la qualité des produits transformés et sécuriser les revenus. La création de fonds communautaires permettrait d'absorber les variations de production et de financer les ajustements nécessaires en période difficile. Enfin, une gouvernance partagée s'impose. Elle associe agriculteurs, femmes, jeunes et autorités locales afin de fixer des priorités communes et d'arbitrer l'usage des ressources. Des indicateurs simples, suivis collectivement, servent de boussole. À travers cette feuille de route, Ibrahim Traoré ne propose pas un modèle figé, mais une méthode transmissible. La question devient alors moins technique que collective. Qui est prêt à s'inscrire durablement dans cette logique d'ajustement continu? Lorsque l'on revient au premier cocotier planté dans cette vallée, l'image reste frappante. Fragiles, presque transparents sous la chaleur, ils étaient protégés par des pailles recyclées et de fines couches de kaoline, comme si chaque arbre portait en lui une hésitation. Ces jeunes plants n'étaient pas seulement vulnérables. Ils incarnaient une possibilité ténue, soutenue jour après jour par une communauté encore incertaine. Avec le temps, ces cocotiers ont cessé d'être des exceptions. Leur croissance lente mais continue est devenue un repère visuel puis mental. Elle a montré que la ténacité n'est pas un moment spectaculaire, mais une accumulation d'actes discrets. Cette leçon traverse tout le projet porté par Ibrahim Traoré. Transformer un territoire ne consiste pas à forcer la nature, mais à l'accompagner, pas à pas, jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre apparaisse. Aujourd'hui, ces arbres racontent une histoire plus large que la leur. Ils témoignent d'un changement de regard, d'une relation renouvelée entre les habitants et leur environnement. Ce qui semblait impossible n'a pas disparu, mais il a été déplacé, redéfini, rendu travaillable. Le cocotier, autrefois symbole d'incongruité, devient ainsi un marqueur silencieux. Il rappelle qu'une transformation commence souvent par accepter la fragilité plutôt que de la nier. Et dans cette vallée du Sahel, cette fragilité assumée a fini par redessiner un paysage, puis une manière de penser l'avenir. Cette histoire née au cœur du Sahel dépasse largement le cadre d'un projet agricole. Elle interroge notre manière collective d'envisager les territoires, les limites et les possibilités d'action. Les cocotiers ne sont pas ici un modèle à copier à l'identique, mais un symbole, celui d'un choix consistant à traiter un environnement difficile, non comme un verdict définitif, mais
comme une question encore ouverte. Le parcours d'Ibrahim Traoré invite à déplacer le regard. Il ne demande ni admiration, ni adhésion automatique, mais une réflexion plus large sur la manière dont les solutions émergent. Souvent, elles ne surgissent pas d'une rupture spectaculaire, mais d'un enchaînement de décisions modestes, prises dans la durée, puis ajustées collectivement. Cette logique concerne le Sahel, mais elle résonne aussi avec d'autres contextes, d'autres défis, parfois plus proches qu'on ne l'imagine. Soutenir ce type d'initiative peut prendre plusieurs formes. S'y intéresser, en discuter et relayer les enseignements qu'elle produit. Chaque récit partagé contribue à élargir l'espace du possible et à nourrir des approches fondées sur l'observation plutôt que sur le renoncement. La question reste alors ouverte, volontairement. Face aux contraintes que vous percevez autour de vous, quelle marge d'action acceptez-vous encore d'explorer? Et jusqu'où seriez-vous prêt à les travailler avec la même persistance que celle observée ici?